Trees et Waker sont deux entreprises de services numériques complémentaires dans l'univers des solutions Microsoft. Trees est une société experte en business intelligence, en data science et en data visualization. Ces consultants interviennent notamment sur des projets basés sur Power BI, mais aussi sur les technologies data dans le cloud Azure et sur la Power Platform. Les Wakers sont consultants spécialisés dans la sécurité, l'adoption et la personnalisation des solutions cloud au service de leurs clients. Ils vous accompagnent sur des missions d'analyse de risque, de protection de votre environnement, de gouvernance adaptée à votre contexte et de choix d'architecture, sans oublier la création d'applications low-code. Les agences de Trees et Wakers sont basées à Lille, à Paris et à Nantes. Ces sociétés ont noué un partenariat fort autour de valeurs communes, le goût pour l'excellence technologique, le partage des connaissances et une culture d'entreprise fortement axée sur la bienveillance et l'épanouissement des collaborateurs. Nous sommes Wakers et Trees. L'objectif de cet atelier, enfin de ce workshop, c'est comment sécuriser, organiser, gérer vos documents avec Office 365. Donc déjà, merci aux sponsors Wakers et Trees qui sans eux serait pas beaucoup de choses, enfin ce genre d'événement serait pas forcément possible. Merci aussi à Guillaume et Amélie pour l'organisation de cet événement. Merci aussi aux autres partenaires qui ont participé ou qui ont fait la promotion aussi de cet événement aujourd'hui. Donc tout d'abord, moi je m'appelle David Vachala, donc qui suis-je? Donc moi je suis un consultant architecte expert sur les solutions collaboratives et business application. Donc je suis donc fort de, on va dire, une petite douzaine d'années d'expérience sur plusieurs domaines de compétences et sur diverses solutions. Aujourd'hui, j'ai une large, une large vision des possibilités de solutions qu'on peut mettre en place. Bon, on va dire beaucoup orienté Microsoft, évidemment. Et aujourd'hui, je suis aujourd'hui un expert sur pas mal de sujets autour de tout ce qui est gouvernance Office 365, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est gestion, on va dire, d'applications collaboratives, quelques aussi compétences sur la partie business application, et donc mon parcours passe par par un éditeur ISV, on va dire Microsoft, puis par un certain nombre de ESN ou SS2I, toujours autour des solutions Microsoft, et voilà. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez me joindre, vous avez mes coordonnées qui se trouvent ici, ou sinon vous pouvez me joindre via la page LinkedIn. Donc, alors, une grande question, peut-on organiser, gérer, sécuriser les documents avec Office 365? Donc aujourd'hui, il y a plusieurs enjeux. Derrière tout ça, c'est tout simplement, déjà, c'est peut-être de gérer tous les fonds documentaires d'une organisation. Aujourd'hui, il y a plein d'endroits où on va venir stocker des documents, que ce soit dans le cloud ou dans on-premise. Et l'idée, c'est comment je vais gérer tout ça, comment je vais gérer tous ces fonds documentaires. L'idée aussi, c'est de rationaliser tous ces espaces de stockage de documents, de données qui sont dans divers endroits, cloud, on-premise, ou qui peuvent être dans diverses solutions, Microsoft ou pas. Et donc l'idée, c'est aussi, derrière tout ça, c'est comment je peux rationaliser tout ça. Ensuite, respecter un certain nombre de contraintes, des contraintes légales ou réglementaires. Tout simplement, est-ce que je ne dois pas supprimer un certain nombre d'informations, ou est-ce qu'à la contrario, est-ce que je ne dois pas conserver un certain nombre d'informations ou de documents pendant un certain temps? Enfin, sécuriser le patrimoine informationnel de l'entreprise. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de données qui se trouvent finalement dans des documents divers et variés, à plein d'endroits, et tout ça constitue véritablement le patrimoine d'information. On va avoir des données de R&D, des données business, des données financières, des données personnelles, des données de santé. Tout ça, en général, est stocké dans un grand nombre de documents. Donc,
L'idée derrière tout ça, c'est vraiment comment je vais pouvoir sécuriser tout ça au sein de l'organisation, mais aussi ailleurs. Donc, avant de sécuriser, l'idée c'est de s'organiser. Donc, s'organiser, aujourd'hui, il y a la transition vers le cloud, elle est indéniable, et toutes les solutions qui sont disponibles dans Office 365 vont vous permettre, vont vous emmener vers le cloud. Voilà. Donc, du local vers le cloud, avec ou sans Office 365. Donc, globalement, on est tous d'accord que il y a quelques années, et peut-être même encore aujourd'hui, vous avez des serveurs de fichiers avec des espaces individuels, des espaces communs, etc. L'objectif avec des solutions telles que la suite Office 365, c'est de vous emmener vers des solutions cloud, donc les espaces individuels vers OneDrive, les espaces communs vers des espaces SharePoint ou Teams. Donc l'idée c'est d'avoir d'un côté où je vais stocker et gérer mes fichiers, de l'autre où je vais gérer et stocker nos fichiers. L'objectif aussi, c'est de travailler ensemble, ensemble sur le document. Donc avant, on va dire que, et même encore aujourd'hui, dans pas mal d'organisations, un document il peut circuler d'une personne à une autre, et donc circuler par mail, et puis après il existe X versions du document, on ne sait pas quelle est la bonne version, et voilà. Et donc ensuite, l'objectif c'est de changer aussi les habitudes, c'est de travailler tous ensemble plutôt sur le document plutôt que de faire voyager le document de boîte en boîte. Donc pour ça, on va utiliser des solutions telles que Teams et OneDrive ou SharePoint. Le travail en équipe, avant et même encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations où le travail en équipe reste cloisonné, des fois même au sein d'une même équipe, on va dire hiérarchique, et l'objectif aujourd'hui c'est de décloisonner tout ça et d'utiliser des outils tels que Teams pour travailler en équipe, quelle que soit, on va dire, son équipe hiérarchique, que je sois partie de la DSI, de la finance, du commerce ou autre. L'idée c'est qu'on va être réunis autour d'un même projet dans une équipe Teams. Donc ça, ce sont de nouveaux usages qui sont apparus il y a quelques années déjà, mais qui sont pas encore toujours ancrés dans les organisations. L'objectif aussi, c'est de partager le document. Donc le document, bien souvent, on le partage beaucoup par mail, ou on utilise aussi, quand on a atteint la limite de partage par mail, on peut utiliser des outils, et l'utilisateur, il connaît plus facilement des outils de partage tels que WeTransfer que par exemple des outils OneDrive. Donc l'objectif de partage avec Office 365, c'est aussi d'amener l'utilisateur vers un outil corporate tel que OneDrive, donc qui est un outil qui est géré par l'organisation, et ainsi d'éviter tout ce qui est problématique de shadow IT et d'envoi de fichiers par des solutions tierces qui ne seront pas managées par l'organisation. Si on regarde un peu plus près les différents documents qu'on a tous les jours, il existe véritablement deux grandes familles. On va avoir les documents de travail, donc c'est les documents brouillons, c'est les documents qu'on est en train de travailler, qu'on est en train de coéditer, qui sont au format Word, Excel, PowerPoint, et généralement ces documents vont être stockés soit dans OneDrive, soit dans Teams. Voilà. Et ensuite, on va avoir des documents de référence. Donc, ces documents de référence, c'est quoi? C'est des documents qui sont validés, ces documents de référence sont des documents modèles. Donc là, les formats, on peut retrouver les formats de la suite Office. On va aussi retrouver les documents type PDF. Et comme type de document, exemple de document, on peut avoir des factures, des contrats, des documents signés, etc. etc. L'objectif derrière des documents de référence là, c'est de venir les stocker dans des espaces de référence qu'on va plutôt réaliser dans SharePoint. Si on regarde le cycle de l'information et du document, on va s'apercevoir qu'un document, il va traverser différentes solutions et différentes phases. Donc à un moment, quand je vais commencer à élaborer un document, je vais venir le stocker par exemple par défaut dans mes documents ou dans mon OneDrive, puis après je vais peut-être commencer à le partager via ma messagerie ou via Teams, puis après peut-être que ce document en fait finalement c'est un document projet, je vais le mettre dans une équipe Teams,
Et finalement, à la fin de mon projet, qu'est-ce que je fais de tous ces documents? Je vais peut-être les stocker dans un endroit de référence, donc dans un espace SharePoint de référence. Donc on voit que le cycle de vie de l'information du document va passer par diverses solutions et divers espaces de stockage. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas une solution qui va gérer toute la vie du document ou le stockage. Derrière la suite Office 365, vous allez avoir des solutions qui vont être mises à disposition par défaut pour chaque utilisateur. Donc, par exemple, OneDrive, espace de stockage individuel, où on va plutôt stocker des documents de travail, etc. L'objectif aussi, c'est de mettre à disposition auprès des utilisateurs des espaces un petit peu plus institutionnels, de type un intranet ou des sites d'équipe liés au département ou un service, dans lequel je vais commencer à y mettre des documents de référence à disposition de chaque collaborateur, donc des documents modèles, etc., etc. Puis ensuite, on va avoir une notion d'espace qu'on va mettre en place à la demande. Par exemple, j'ai un projet, je vais créer une équipe où dedans je vais rassembler des personnes, avoir un fil de discussion et des espaces où je vais venir stocker ou travailler sur des documents de travail. De la même manière, on pourrait aussi créer des espaces où je vais venir stocker des documents de référence. Par exemple, si je veux créer un espace de gestion documentaire, je vais créer un espace spécifique, par exemple pour la qualité ou pour le marketing, etc. On peut avoir des variantes, comme des espaces structurés en fonction du degré de confidentialité. Alors, je vais vous donner un exemple. Dans Teams, c'est facile de créer une équipe Teams, mais par défaut, tout le monde est propriétaire ou membre de l'équipe. Donc tout le monde peut modifier et supprimer le contenu, donc par défaut. Et des fois, ça convient pas forcément à la notion de confidentialité aussi qu'on peut mettre en place avec des espaces plus réduits où il y a des privilèges ou moins de privilèges. Et après, pour partager vers l'extérieur, on peut créer des espaces SharePoint spécifiques par partenaire ou pour les partenaires où on va partager, on va autoriser par exemple le partage externe uniquement de cet espace. Donc cet espace-là et pas tous les autres. Voilà, donc c'est un exemple de structuration. Alors ça dépend vraiment aussi de votre organisation et de la façon dont vous voulez mettre en place. Mais voilà, ce sont grosso modo les différents types d'espaces qu'on va pouvoir retrouver suite à la mise en place d'Office 365, donc en utilisant les solutions, les briques OneDrive, Teams ou SharePoint. Alors maintenant, si on regarde un petit peu plus près les fonctionnalités de GED versus SharePoint et Office 365. Donc dans SharePoint, il existe déjà un certain nombre de fonctionnalités qui se rapportent à des fonctionnalités de gestion documentaire. Donc je ne vais pas revenir sur toutes ces fonctionnalités, mais l'idée c'est qu'il faut avoir en tête que quand j'ai un besoin de gestion électronique de documents, peut-être que j'ai la réponse à 80 ou 90% avec SharePoint. Donc après je vais faire juste le focus sur certaines fonctionnalités qui sont souvent sous-exploitées quand on utilise SharePoint. Donc premièrement, les métadonnées. Les métadonnées, c'est assez simple à comprendre. C'est que il faut, si vous voulez retrouver des informations, il faut peut-être y mettre des métadonnées. Et donc ces métadonnées vont vous permettre de facilement retrouver l'information. Donc je reviendrai un petit peu plus tard sur ce sujet, mais c'est primordial pour retrouver les données ou des documents. Ensuite, la gestion des droits. Dans SharePoint, on peut aller assez loin dans la gestion des droits et on peut aller beaucoup plus loin que dans un Teams. Dans SharePoint, on peut faire de la lecture seule et on peut cloisonner des espaces plus facilement et gérer vraiment plus finement les droits. La recherche avancée et personnalisable, SharePoint par défaut, c'est une recherche full text, donc il trouve tout. Et donc le gros avantage c'est de tout trouver, et le gros inconvénient c'est de tout trouver.
Et le problème, c'est que ça fait beaucoup de bruit, et si vous tapez pas les bons mots-clés, ben, vous trouvez énormément de résultats, et l'utilisateur n'est pas forcément satisfait. Donc là, il n'y a pas de secret. Il faut réfléchir à mettre en place de la recherche en fonction des écrans de recherche en fonction de votre métier, et donc en fonction de vos critères de recherche et des métadonnées que vous avez référencés ou mis en place sur votre système de gestion documentaire. Voilà. Ensuite, je vais passer à cette partie-là qui découle directement de la suite Office 365. Donc SharePoint apporte un certain nombre de fonctionnalités. Office 365 va venir compléter ces fonctionnalités avec des solutions qui font partie de la suite et qui permettent d'apporter ces fonctionnalités-là. Donc déjà, tout ce qui est workflow de validation, faire des workflows avec SharePoint Designer, etc. Bon, ça c'est plus trop c'est pas des choses qui se font maintenant. On va plutôt utiliser Power Automate par exemple pour pouvoir créer des flux ou des business flows sur des cas bien précis. Les contrôles d'accès. Vous avez vu aujourd'hui, il y a eu un certain nombre de sessions sur la sécurisation ou la gestion des accès. Concrètement, je vous donne un exemple. Est-ce que depuis un périphérique perso à l'extérieur de l'entreprise, est-ce que je peux accéder à un certain nombre de documents qui seraient sensibles? Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Et donc, ça vient directement de la partie identité d'Office 365. La traçabilité, l'audit, discovery, ça je passe. La partie rétention et purge, aujourd'hui, on ne peut pas conserver indéfiniment un certain nombre de données. Donc, sinon, vous vous exposez à des amendes, un certain pourcentage du chiffre d'affaires, si vous ne respectez pas un certain nombre de législations réglementaires. Donc, il faut pouvoir faire de la purge et supprimer des éléments. Il faut pouvoir aussi garder, à contrario, un certain nombre de choses. Et donc ça, c'est possible aussi. Enfin, tout ce qui est classification de la donnée. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ou d'organisations ne différencient pas forcément des données sensibles ou des données confidentielles. Enfin, il n'y a pas de protection supplémentaire par rapport à d'autres documents. Et donc là, l'idée, c'est d'apporter une protection supplémentaire aux documents. Bon, on reviendra un petit peu par la suite. Donc, je reviens sur la recherche et la métadonnée, j'en ai déjà un peu parlé, mais globalement, plutôt que de tout mettre dans le nom du document, utilisez les métadonnées. Donc utiliser les métadonnées, l'idée c'est que derrière, il faut pouvoir créer un référentiel documentaire sur votre métier, sur la base de métadonnées, et on peut avoir un référentiel de métadonnées géré au sein de SharePoint, qui peut être déployé sur l'ensemble des espaces collaboratifs, mais aussi au sein de certains espaces, sites, on peut faire ça par site ou par bibliothèque. L'idée, c'est que au-delà de la solution, c'est de faire un référentiel documentaire transverse à toute l'organisation. Et ensuite, ces métadonnées, elles servent qu'à une chose, c'est simplement de retrouver l'information. Donc l'idée derrière, c'est d'avoir des métadonnées, par exemple, si je veux faire une gestion électronique de l'ensemble des factures, d'avoir des métadonnées qui permettent d'avoir le fournisseur, l'année, les numéros de bon de commande, etc. Et avoir des typages documents. Donc une facture, ça reste une facture, quel que soit le nom qu'on va lui donner, quel que soit le fournisseur. Donc si on veut rechercher une facture, on va déjà sélectionner on va dire la recherche par facture, et après on sélectionnera les métadonnées qu'on a mis dans la recherche. Voilà. Donc les workflows et validation. Aujourd'hui, grâce à Power Automate, on peut créer deux types d'automatisation. Donc les flows, on va dire, assez classiques, avec une modélisation et interaction, on va dire, avec différents interlocuteurs, etc. dans la société. Et après, on peut faire un autre type, c'est les business flows, les process flows, qui permettent d'avoir vraiment une interface avec vous voyez ici, une sorte de fil d'Ariane pour savoir où on en est dans le process et quelles sont les choses qu'on doit faire dans le process pour arriver jusqu'à la fin. Donc ça, c'est un exemple. Et donc, c'est des choses qu'on peut faire assez simplement avec Power Automate.
Ensuite, l'idée, c'est aussi de rationaliser. Alors, oui, je parlais OneDrive, SharePoint, Teams. Finalement, ce sont aussi des solutions qui vont s'ajouter à l'existant. Et l'idée qui peut rebuter, c'est effectivement, aujourd'hui, je vais avoir, en plus de ce que j'ai à gérer aujourd'hui, ces solutions-là à mettre en place. Donc, il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan pour éviter au plus possible les situations hybrides, on-premise et cloud. On va pas dire que, on va pas se mentir, on peut pas forcément tout migrer d'un coup, mettre tout dans le cloud. Ça c'est pas forcément évident. Il y a des solutions historiques qui fonctionnent avec qu'avec des serveurs de fichiers et qui aujourd'hui fonctionnera encore peut-être pendant un bout de temps comme ça. L'idée derrière, c'est d'avoir un plan d'action et d'emmener le plus rapidement possible, pour éviter la confusion aussi pour les utilisateurs, les emmener vers un environnement qui est cloud, avec une migration des espaces personnels, individuels vers OneDrive, des espaces FileShare vers du SharePoint ou du Teams. Donc avoir un plan d'action. C'est pas forcément, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. On peut y aller par itération, on peut faire des pilotes. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas négliger cette partie-là. Les situations hybrides, ça mène au bout d'un moment à de la confusion. De toute façon, vous l'avez remarqué pendant le Covid, on a beaucoup travaillé sur Teams. Il y a des équipes Teams qui se sont créées un peu partout. Et puis à un moment, on s'est dit, bah ouais, mais mes documents, ils sont où dans Teams ou sur mon serveur de fichiers ou ailleurs? Et donc l'idée c'est d'avoir un plan d'action là-dessus. Alors, gérer les documents ou les espaces collaboratifs de la création à la fin de vie. Voilà. Donc concrètement, là j'ai 3 slides similaires à OneDrive, Teams, SharePoint. La partie avantage, je vais pas m'avancer dessus. Je vais plutôt regarder la partie risque et stratégie possible. Concrètement, aujourd'hui, quand vous mettez en place Office 365, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes et qui ne sont pas forcément en corrélation avec vos stratégies de sécurisation de l'information au sein de l'organisation, au sein de votre entreprise. Donc par défaut, OneDrive, on peut facilement le partager et ça peut induire des risques de fuite d'informations. On peut facilement partager à tout le monde en lien anonyme. Donc voilà. Donc il y a un vrai risque, il y a plusieurs risques liés à l'utilisation de OneDrive. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus l'utiliser ou pas l'utiliser, mais ça veut dire qu'il faut l'encadrer, mettre en place une gouvernance là-dessus. Donc la première chose, c'est effectivement par exemple, désactiver partage en lien anonyme ou partager qu'avec des domaines si besoin. Enfin, il y a plusieurs stratégies possibles. C'est une stratégie qui doit prendre en compte vos use cases et votre métier. Éviter par exemple mettre des délais d'expiration sur les liens de partage. Enfin, toutes choses, ce sont des choses que l'on peut mettre en place. Sur la partie SharePoint, Microsoft le mettait en avant beaucoup avant, il y a quelques années, peu trop maintenant parce que finalement ça ressemble un peu à une grosse usine à gaz pour ceux qui connaissent pas et pour utiliser SharePoint ça peut être assez complexe et souvent ça nécessite un peu d'accompagnement ou de formation. Donc Microsoft a inventé Teams qui stocke dans SharePoint mais l'utilisateur le sait pas forcément. Donc voilà. Et là encore une fois sur SharePoint, l'idée c'est qu'on va l'utiliser plutôt pour faire un espace de gestion documentaire, de documents de référence, où il va y avoir par exemple des gens qui seront lecteurs, des gens qui pourront venir contribuer à ajouter des éléments, et cet espace va devenir vraiment un espace de référence pour toute l'organisation. Voilà. Donc ensuite sur SharePoint, on peut aussi finement gérer le partage vers l'externe, on va dire par site ou par collection de sites. On ne peut pas forcément faire sur Teams. Enfin sur Teams, Teams c'est super simple à utiliser et heureusement, et pendant le confinement il y a beaucoup de clients qui ont vu exploser l'utilisation de Teams et on peut facilement créer des équipes et utiliser l'équipe et partager et stocker des informations qui peuvent être à risque. Voilà. Donc l'idée là c'est vraiment de mettre en place une gouvernance et contrôler par exemple la création des espaces collaboratifs, des Teams ou SharePoint, de mettre en place des choses qui vont vous éviter de partir dans tous les sens. Donc la création des espaces,
Bah, nativement, l'utilisateur peut tout faire. Si vous faites pas attention, l'utilisateur peut créer des équipes, comme il peut aussi créer des espaces SharePoint, et puis ça peut vite devenir compliqué à gérer. Donc on peut passer à un niveau, on va dire contrôlé, où là, seul un certain nombre de personnes vont pouvoir créer. Et on peut aller jusqu'à outiller tout ça, et de faire en sorte que pour créer un espace ou une équipe, l'utilisateur va devoir remplir un formulaire, et ensuite ça va vous permettre de gérer les types d'équipes, s'il faut connaître les équipes, les conventions de nommage, etc. etc. Alors, dans la gestion du cycle de vie, il y a aussi la fin de vie. Donc, qu'est-ce que l'on fait des espaces? Par exemple, une équipe Teams, si vous le supprimez, ça va supprimer ce qu'il y a derrière, donc, les documents, les conversations, etc. etc. L'idée, c'est que Teams est plutôt associé à un environnement, enfin, on va dire à un projet, donc il y a une durée de vie limitée dans le temps, et ce projet, à un moment, il se termine, et qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'il y a dedans? Donc, ensuite, dans la partie gérée, on va parler aussi de tout ce qui est conservation et purge. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, globalement, conserver du contenu, c'est important dans certains cas de figure. On ne doit pas pouvoir le supprimer, donc on peut mettre en place des périodes de rétention minimales, donc pendant X temps, ou permanente, pour éviter de perdre l'information ou d'avoir une suppression trop tôt. On peut avoir des suppressions définitives si un jour vous avez une demande RGPD, etc. À un moment, un utilisateur ou un partenaire peut vous demander de supprimer toutes les données qui sont liées à sa personne. Là, vous avez des outils qui permettent de faire ça. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de respecter de façon proactive les réglementations ou les stratégies internes. Voilà. Et de réduire les risques en cas de litige et de violation de la sécurité. Donc voilà un petit exemple. Donc là c'est la partie rétention. Donc combien de temps je vais conserver? Donc je veux conserver combien de temps? Donc 7 ans. À partir de quelle date? La date de création, etc. etc. L'idée c'est vraiment de gérer le sort final de ces données et des documents. Donc la stratégie de rétention et de purge, on va pouvoir l'appliquer sur alors vous voyez ici on peut faire sur tout. Surtout donc c'est par localisation, donc on voit ici les différentes solutions, et après on peut le faire par exemple sur tous les sites où on peut choisir ou exclure un certain nombre de choses. Donc il y a une certaine granularité qu'on peut avoir, et une flexibilité pour l'application de ces stratégies de rétention et de purge. Alors les principes et les priorités, c'est qu'aujourd'hui la rétention l'emporte tout le temps sur la suppression. Donc si on met une stratégie de rétention quelque part, l'utilisateur ne pourra pas le supprimer, tout simplement. Et en fonction des différentes stratégies qui peuvent se croiser, la rétention l'emporte tout le temps sur la suppression. Alors, un petit slide pour expliquer comment on peut déployer ça. Globalement, l'idée c'est de créer ce qu'on appelle des étiquettes qu'on va pouvoir venir accoler sur des données, des espaces ou des documents. Donc ensuite, ces étiquettes, c'est des étiquettes de rétention. On va pouvoir définir qu'est-ce qui se passe quand je mets cette étiquette sur un document. Est-ce qu'il doit être conservé de façon permanente, supprimé, etc. Et sur quoi je vais me baser? Sur une date de création, une modification ou quand il y a l'étiquette. L'idée, c'est qu'après, quand ces étiquettes sont créées, on va venir les publier. Donc les publier sur un emplacement. C'est la capture d'écran qu'on a vu quelques slides avant. C'est-à-dire, est-ce que c'est sur OneDrive, est-ce que c'est sur un OneDrive, sur plusieurs OneDrive, est-ce que c'est Exchange, SharePoint, etc. etc. Donc, ensuite, il y a deux façons d'appliquer les étiquettes. Donc, soit c'est des étiquettes appliquées manuellement, donc par l'utilisateur, donc qui choisit de mettre une étiquette sur un espace ou sur un document, et à ce moment-là, la stratégie va s'appliquer. Soit c'est une application automatique, et là, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, soit on utilise des informations sensibles, enfin des types d'informations sensibles fournis par Microsoft, soit on les crée. Donc, en synthèse, la rétention dans Office 365, c'est ça. Donc, par défaut, on a plutôt, par défaut, on a ça. On a le fonctionnement par défaut, donc on a les corbeilles.
Donc autant dire qu'il n'y a pas véritablement de stratégie de rétention qui est mise en place. Donc les corbeilles, en fonction de là où vous trouvez, c'est soit 14 jours pour les Exchange par défaut, 93 jours pour OneDrive et SharePoint. Mais après, vous pouvez mettre en place plusieurs stratégies. Donc vous voyez à peu près le niveau de priorisation jusqu'à l'e-discovery. Donc l'e-discovery avec les cas d'usage que vous avez là. L'e-discovery, c'est plutôt un blocage du contenu, on va dire, qui devient inaltérable quand on va mettre, quand on a un litige ou un contentieux sur un espace bien précis, sur les documents bien précis. Voilà. Donc maintenant, alors il reste un petit quart d'heure, on va dire, comment sécuriser les données et protéger les données sensibles. Alors, les données aujourd'hui, elles explosent. Il y en a partout. Elles sont créées par beaucoup d'utilisateurs, par les fournisseurs, par des personnes externes, etc. Elles sont stockées et c'est exponentiel. Il y a plein d'études qui montrent que tous les 2 ans, on a multiplié par 2 la data et ça devient de plus en plus compliqué à gérer. Et surtout, elle est stockée partout. Que ce soit on-premise, que ce soit dans le cloud, ou c'est de solutions tierces. Alors l'enjeu ici, c'est les données, elles sont stockées, les documents sont stockés partout, mais on va plutôt focuser sur ce qu'on va appeler les données sensibles. Les données sensibles, ce sont des données RGPD, des données personnelles, des données de santé, des données financières, des données business, et ça, aujourd'hui, 88% des organisations ne savent pas aujourd'hui détecter ou prévenir la perte de données sensibles. Ça, ce sont des stats, vous avez la source ici. Donc on sait qu'il y en a, on ne sait pas les détecter où elles sont. C'est un peu la boîte noire. Et plus de 80% des organisations ont des données sensibles dans l'entreprise, mais elles ne sont pas plus protégées ou classifiées que d'autres. Donc il n'y a pas plus de protection que ça. Et ça devient de plus en plus une préoccupation, parce que depuis le RGPD et depuis un certain nombre d'affaires qui sont publiées sur les médias, ça commence à être un peu problématique. L'idée derrière tout ça, c'est que la non-protection ou la non-vigilance sur les données sensibles peut avoir des conséquences dramatiques. S'il y a une fuite de données et que c'est paru dans la presse, vous avez un problème de réputation, les clients peuvent ne plus vous faire confiance, et puis vous pouvez aussi vous exposer à des amendes parce que vous n'avez pas mis en place les choses qui permettaient de protéger ça. Donc, la sécurisation, par défaut, vous voyez, c'est ça. Donc là, il y a différentes possibilités de sécuriser. Donc on va retrouver pour Teams ou pour SharePoint des espaces publics, des espaces privés. Donc public, tout le monde y a accès. Privé, les membres y ont accès. Et comme je vous l'ai dit, ceux qui sont membres peuvent modifier, supprimer, voire partager. Après, on peut avoir des notions où on va avoir des données sensibles. Donc là, on va par exemple éviter de faire que les membres puissent partager, mais on peut quand même demander l'accès. Et on va mettre en place par exemple une stratégie de DLP qui va permettre d'avertir l'utilisateur s'il est amené à partager des données sensibles en dehors de l'organisation. C'est un premier niveau. Ensuite, on a l'aspect données confidentielles. Donc l'aspect données confidentielles, là on va éviter de le partage, et encore une fois, on va aussi un peu masquer auprès des utilisateurs l'existence de cet espace. Et on va cette fois-ci pas forcément avertir, mais interdire l'utilisateur s'il partage des données sensibles ou confidentielles à l'extérieur de l'organisation. Mais voilà, l'utilisateur il peut être malin et l'ouvrir sur son poste, y mettre une clé USB et partir avec le document. Et donc ça, en fait, pour protéger ça, on va utiliser les labels Azure Information Protection ou les labels unifiés qui cette fois-ci vont apporter la protection sur le document. Donc pour cela, on peut se baser sur les étiquettes de sensibilité dans Office 365. Donc les étiquettes de sensibilité sont des étiquettes qu'on peut mettre sur les documents ou sur des espaces pour dire voilà, ça c'est confidentiel. Alors, si c'est confidentiel, il y a un certain nombre de protections qui sont derrière. Ces étiquettes, elles sont personnalisables en fonction de votre métier. Ce sont des métadonnées qui sont sur le document. Elles sont lisibles par beaucoup d'autres systèmes. Il y a aujourd'hui une grande
compatibilité, il y a plus de 200 connecteurs avec 200 applications qui sont compatibles avec ça. Elles permettent de déterminer la stratégie que vous allez mettre derrière. Donc il y a confidentiel, hautement confidentiel, c'est quoi les protections que j'ai derrière. Je vais avoir donc la possibilité de les mettre de façon manuelle ou automatisée, d'appliquer au contenu ou au conteneur, donc soit un document, soit à tout un site, d'étiqueter des données au repos, on va dire stockées quelque part, et des données qui sont en transit. Par exemple, ils sont partagés par mail, j'ai la possibilité par OneDrive de les étiqueter comme sensibles. Voilà. Et surtout, c'est qu'aujourd'hui, ça devient quelque chose qui est assez transparent pour l'utilisateur. L'utilisateur, si on souhaite mettre une stratégie d'étiquetage manuel, il faut quand même l'accompagner et lui dire comment on fait. Mais globalement, c'est intégré à la suite Office au niveau de Word, Excel, PowerPoint et les mails. Donc, pour cela, on va se baser par exemple sur des types d'informations sensibles. Comme je l'ai dit, Microsoft en a répertorié plus de 150. Donc les exemples, c'est par exemple des numéros de passeport, des numéros de carte de crédit, des numéros de sécurité sociale. Donc ça, il y en a 150 qui est répertorié dans la plupart des pays. Donc on peut déjà se baser là-dessus. Donc on peut aussi se baser sur des données qui sont propres à votre organisation. Par exemple, si vous avez des mots-clés bien précis qui sont liés à des documents sensibles, des données sensibles, ça peut être aussi des numéros avec des expressions régulières qui comportent par exemple employé plus un numéro à 5 chiffres, customer plus un numéro, etc. à 6 chiffres. Voilà, donc ça c'est personnalisable et donc on peut les mettre en place sur le tenant. Derrière, une fois qu'on les a mis en place, on va pouvoir utiliser pour plusieurs choses. On va pouvoir, dès qu'on identifie des informations sensibles, on va pouvoir les utiliser pour les identifier. Donc, je vais rapidement déployer, l'expliquer. Donc, les identifier sur le tenant. L'idée derrière, c'est par exemple d'empêcher le partage accidentel d'informations sensibles, de surveiller ou protéger ces informations sensibles, parce que derrière on va avoir des tableaux de bord qui nous permettent de voir, d'aider les utilisateurs à découvrir et assurer la conformité. L'idée c'est que sans bloquer l'utilisateur, on peut l'avertir que ce qu'il fait là, ça représente un risque pour l'organisation, et donc d'avoir un message qui s'affiche, et de consulter les rapports. Donc les stratégies DLP, si on regarde un petit peu, là ici, donc l'utilisateur il travaille, il fait des mails, des documents, il chatte sur Teams, et donc que ce soit on-premise ou online, il va travailler, et puis dans ces documents, il va y avoir un certain nombre d'informations sensibles, donc business, santé, finance, etc., qui vont être détectées, donc à partir des types de données sensibles. Et si on n'a pas de protection DLP, s'il envoie un mail avec des données sensibles, ça part. Si on a une protection DLP, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Donc, soit ça peut partir, soit en fonction de la sévérité, c'est-à-dire s'il a beaucoup de données sensibles, s'il partage un fichier avec le listing des employés avec tout le numéro de sécu, là c'est hautement, on va dire, sensible. S'il partage par exemple son numéro d'identité, de carte d'identité parce qu'il va faire un voyage ou quoi, c'est un peu moins sensible. Donc derrière on a plusieurs scénarios possibles, soit on notifie des administrateurs ou des personnes qui sont responsables de sécurité, soit on bloque, soit aussi on avertit l'utilisateur. Ça peut être les 3 ou 2 ou 1, etc. Donc derrière tout ça, c'est qu'on peut y aller progressivement. On peut faire une phase d'audit, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait des interactions avec l'utilisateur ici, on peut activer des stratégies de DLP qui vont permettre de surveiller un peu ce qui se passe et de découvrir un peu ce qui se passe et de s'apercevoir qu'il y a des données sensibles qui voyagent, qui transitent sur le tenant. Puis ensuite de mettre de l'alerting quand on rencontre certains cas de figure et d'avoir des rapports sur le long terme. Au niveau de la classification des données, donc la classification des données, c'est simple, c'est que là on va apporter une protection supplémentaire. Donc l'idée c'est de découvrir, on va découvrir, classer, protéger, monitorer, et ça
quel que soit où se trouvent les documents et les données. Donc sur les devices, sur les applications, dans le cloud ou on-premise. L'idée derrière, c'est d'avoir une approche unifiée pour classifier, découvrir tout ça et appliquer automatiquement un certain nombre d'actions. Donc si c'est confidentiel, je vais avoir un cryptage, je vais restreindre l'accès par exemple, mettre un filigrane, de telle sorte que même si le document serait amené à sortir de l'organisation, la personne qui l'ouvre, elle sera obligée de s'authentifier pour pouvoir vérifier son identité et accéder au document. Si c'est pas la bonne personne, il n'aura aucun accès. Donc, qui protège quoi? Donc d'un côté, on va avoir la sécurisation du stockage, de l'autre côté, la sécurisation du document. Donc tant que le document est sur le tenant, le document va être protégé par des stratégies, différentes stratégies qu'on a sur le tenant. Dès lors que le document sera amené à sortir, s'il n'a pas de protection particulière, le document n'est pas sécurisé. Donc l'idée, c'est que pour un certain nombre de documents, et pas tous, c'est d'avoir des stratégies de classification et de protection qui font qu'un document va être sécurisé quel que soit l'endroit où il se trouve, et même s'il est amené à sortir. Donc, un slide ici qui résume un peu tout ça. Donc ça, ce sont vos données qui sont Office 365 ou dans des solutions tierces. Ces données, en fonction du contenu, vous avez soit du top secret, les ressources humaines, la finance, la santé, etc. Donc ça, c'est des choses qui se détectent automatiquement. Et en fonction de ce que vous avez détecté, s'appliquent des stratégies. Donc stratégies de protection, donc le cryptage, les filigrammes, les entêtes, etc. De gouvernance, la suppression, les politiques de rétention, etc., etc. Donc quelques cas de figure d'exemple. Donc si c'est un contrat avec un client, je vais mettre un filigrane confidentiel, je vais mettre un en-tête contrat confidentiel, et je vais le conserver pour toujours. Si c'est un report avec des données, on va dire, financières, je vais par exemple le conserver minimum 10 ans et d'avoir avant de le supprimer, d'avoir quelqu'un qui valide. Si c'est par exemple un nouvel employé, je vais le crypter, je vais restreindre les accès parce que dessus il y a des informations personnelles ou autre, et je peux le supprimer pendant les 12 mois. Tout ça est monitorable dans un espace, dans des portails spécifiques qui vont nous permettre de créer toutes ces stratégies et de vérifier, d'appliquer, de superviser. Donc, un petit mot sur la partie compliance, le Compliance Center de Microsoft. Aujourd'hui, il y a un portail spécifique qui permet de gérer tout ça. Vous pouvez même donner des privilèges ou des autorisations pour que, par exemple, la sécurité et le RSSI puissent gérer un certain nombre de choses ou voir un certain nombre de choses sur ce portail sans être, on va dire, global admin du tenant ou d'avoir d'autres privilèges. Et donc l'idée, c'est que sur ce portail, il y a vraiment trois grands domaines. Il y a la partie protection de l'information et la gouvernance. Donc l'idée, c'est de connaître, protéger les données. La partie découvrir, répondre. Donc si on veut faire de l'audit, faire de la discovery, bloquer un certain nombre de choses, on va pouvoir utiliser là. La partie insider risk, qui est assez nouveau, mais qui permet, grâce à de l'intelligence artificielle, de relier un certain nombre de faits, de traces qui vont se passer et qui vont permettre d'identifier des risques internes à l'organisation. Donc du partage accidentel ou on va dire du pillage de données, etc. Donc il existe un Secure Score, et il existe maintenant un Compliance Score qui va vous permettre de voir, alors ça se discute, mais de voir où vous en êtes sur la partie compliance. Je passe parce qu'on arrive à la fin, bientôt à la fin de la session. En synthèse, j'étais un peu vite parce que j'avais beaucoup de choses à dire, mais globalement, oui, on peut utiliser Office 365 pour gérer ces données. L'idée, c'est que derrière tout ça, il faut organiser, gérer et sécuriser. En fait, ça, on peut le faire, ça, c'est à faire quelles que soient les solutions. Là, l'idée, c'est le focus, c'est de l'avoir sur Office 365. Pourquoi? Parce que je vais peut-être pas multiplier des solutions de gestion documentaire si en fait, j'ai déjà des choses qui me permettent de le faire
au sein du tenant Office 365, donc avec les diverses solutions. Teams, SharePoint, OneDrive, bah, ça ne sera pas l'un, l'autre ou autre, ça sera les trois. Il y aura forcément les trois solutions qui doivent être déployées, sur lesquelles vous devez mettre de la gouvernance et avoir un plan d'action, migrer les données et définir de la gouvernance qui peut créer et la gestion de vie des espaces et des documents. Donc il faut migrer, il faut recommander de ne pas avoir de situation hybride parce que ça démultiplie les systèmes de gestion et puis l'utilisateur peut être un peu perdu. Ensuite, utiliser les métadonnées. Déposez pas vos documents n'importe où, comme ça, sans avoir un système de métadonnées qui vous permettre de les retrouver. C'est le b.a.-ba, mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'organisations où c'est juste du stockage de documents, et pour retrouver l'information, ça devient compliqué. Ensuite, les workflows, les process, les business process, ça vous pouvez mettre en place ça assez simplement avec Power Automate. Gérer la durée de vie des espaces, les durées de conservation, gérer et de purge, qu'est-ce que je dois conserver pendant combien de temps avec les purges, la durée de vie des espaces, qui peut créer et qu'est-ce qu'on fait à la fin d'un projet par exemple, un projet dans Teams, et sécuriser les types de données sensibles, la classification pour protéger le document et la prévention des fuites que vous pouvez activer. Voilà.